Bien, mes chers collègues, je vous propose de prendre place. Bien. Je vous propose de passer à l'appel. En attendant les retardataires, Rodolphe Amaillan présent, Juliette Lecoulme, Sophie Bouvard, Thomas Delplace, Présent. Gisèle Coyac, Marc Elaudet, Lydie Nog, et Christian Corbeau. Marie Slivinski est absente, me représente à l'étranger. C'est Marc Elaudet qui a son pouvoir. Patrice Garnier, Damien Durleman, Céline Leblé, Luc Gadelet, Elsa Fallerin, Dorothée Bounel, Chantal Fontenot, Sophie Caillot, Romuald Rabergeau m'a dit qu'il serait peut-être un peu en retard. En son absence, a donné pouvoir d'ailleurs à Sophie Bouvard. Eva Moreau est absente, a donné pouvoir à Patrice Garnier. Jean-Michel Guitny. Angélique Tullièvre est absente, a donné pouvoir à Juliette Lecoulme. Stéphane Parago. Nathalie Massé. Je me tourne de côté. Charles Béchu est absent, a donné pouvoir à Thomas Delplace. Christine Somnolet. Nicolas Van Kamerbeek. Alexandra Degré, Anthony Joussaume, Delphine Quadprou devrait arriver. Yvan Le Chevalier, Gilles Moxion, Jessie Robert, Jean-Marc Chirol devrait arriver aussi. Gilles Dadouézy et Stéphane Caillot, constituant le quorum de notre assemblée. Seront au secrétaire de séance Chantal Fontenot et Nicolas Van Kamerbeek. Bien, mes chers collègues, je suis ravi de notre premier conseil municipal de rentrée. Je voudrais saluer également l'ensemble du public qui assiste à notre séance. Je vois que la barbe pousse. Ça sent arriver les grandes échéances. N'est-ce pas, mon cher Daniel ? Ce conseil de rentrée est un conseil, comme à chaque fois au mois de septembre, assez technique. Vous le verrez avec les délibérations. C'est le conseil qui est préalable à la séquence financière qui va nous occuper pendant les 2 prochains conseils municipaux. Je vais donc être bref puisque nous serons assez longs sans doute au mois de novembre. Toutefois, je voudrais revenir sur quelques points d'actualité que j'aimerais partager avec vous, qui sont des points d'actualité assez récents d'ailleurs. La rentrée politique a débuté notamment par les élections sénatoriales qui se sont passées dimanche dernier. J'en profite donc pour saluer au nom de l'ensemble du conseil municipal l'ensemble des sénatrices et sénateurs élus. Ça me semble important. Vous me permettrez d'avoir une pensée amicale pour Laurence Garnier, qui a été réélue sénatrice dimanche dernier. Je me réjouis, je le dis aussi assez simplement, de la quasi-certitude de la stabilité de la majorité sénatoriale. Il y a de grandes lois, des grands sujets à venir dans le débat parlementaire.
Et je sais que cette stabilité de la majorité sénatoriale permettra des débats sereins, sans doute évidemment ponctués de désaccords, mais en tout cas des débats sereins. La loi de la décentralisation, la loi sur le plein emploi seront deux des lois qui devraient occuper pleinement ces sénatrices et ces sénateurs qui, je l'espère, continueront à défendre dans leur ensemble avec intelligence, avec courage, avec détermination et aussi un peu avec un peu d'ambition. Soyons fiers de cela. Je le sais, pour les connaître chacune et chacun, avec ambition l'intérêt de nos territoires divers et des élus qui s'y engagent avec dévouement. Dévouement qui, somme toute, est souvent mal reconnu, parfois pire d'ailleurs. Je le dis, j'ai été assez choqué, ou en tout cas interrogatif de la polémique qui a été créée de toutes pièces, sans doute un peu injuste, sur la question de la fiscalité dernièrement. Je voudrais juste reprendre les mots de l'Association des maires de France, dont je rappelle qu'elle est apolitique et qu'elle représente l'ensemble des courants politiques de notre pays, hormis les extrêmes, et qui traduisent la pensée de nombreux maires suite à cette polémique lancée par le président de la République. Aucun élu local ne pense ni ne dit que la taxe foncière est un impôt d'État. Tous savent que la taxe foncière est composée d'une partie qui évolue avec l'inflation et d'une autre partie qui résulte du taux appliqué par la commune ou l'intercommunalité. En revanche, tous les élus constatent que la suppression de la taxe d'habitation a profondément déstabilisé la fiscalité locale en la concentrant sur la seule taxe foncière et sur une partie désormais minoritaire de nos concitoyens. À aucun moment depuis 2017, l'exécutif n'a proposé de construire un cadre renouvelé de la fiscalité. À aucun moment même où le déficit de l'État s'est creusé de façon vertigineuse, les communes se sont vues reprocher même leur excès d'épargne ou de trésorerie, leur endettement insuffisant, et ce sans qu'il ne soit jamais rappelé que depuis 2010, elles ont perdu près de 62 milliards de dotations et que la dotation globale de fonctionnement n'est plus indexée sur l'inflation. À Vertou, c'est plus de 11 millions d'euros qui ont été perdus par rapport à nos situations antérieures. Les budgets des communes, elles sont pourtant à l'équilibre. La dette de nos communes est maîtrisée, nous y reviendrons dans la séquence budgétaire prochaine, et l'investissement local de toutes les collectivités territoriales représente près de 70% de l'investissement public. 70% de la dynamique de l'investissement est portée par les collectivités locales. Les maires assument cette responsabilité et souvent aussi, parfois en tout cas, celle que l'État n'est plus en capacité d'exercer sur le terrain. Chacun a ici un exemple de passeport ou de carte d'identité, mais je pourrais citer bien d'autres sujets. Les maires connaissent les besoins de leurs habitants, qui se tournent d'ailleurs souvent en priorité vers eux quand ces mêmes habitants sont en difficulté. Aujourd'hui, je le dis, et le président des maires aussi, les maires ne supportent plus la recentralisation rampante qui entrave leur liberté d'agir. Réduction de leur pouvoir d'urbanisme et d'aménagement, fléchage de leurs dépenses d'investissement, obligations environnementales descendantes, transfert de charges nouvelles et non financées. Les maires attendent de l'État qu'il agisse sur ces grands enjeux de sa responsabilité, comme l'aménagement du territoire par exemple, ou l'accès aux soins, dont les conditions se dégradent de manière continue. À plusieurs reprises depuis 2017, les maires ont montré qu'ils savaient être aux côtés du président de la République lorsque la situation du pays l'exigeait. Ils attendent en retour d'être respectés en toutes circonstances.
C'est un communiqué qui est paru lundi matin. Je souhaite enfin bonjour Madame Quattro. Je souhaite enfin pour conclure ce mot introductif, rendre hommage à un homme qui lui aussi fut très engagé dans cette instance et qui est décédé récemment. Il s'agit de Monsieur Pierre Le Goff, conseiller municipal de la ville de Vertou entre 1989 et 1995, mais aussi entre 1997 et 2001. Il était également chevalier de l'Ordre du Mérite et participait à de nombreuses associations dont parfois il a été le président. Et je voudrais saluer sa mémoire. C'est pourquoi je vous propose une minute de silence pour Pierre Le Goff. Je vous remercie. Chacun aura reconnu d'ailleurs derrière la photo de Pierre Le Goff la jolie couleur qui préexistait dans la salle du conseil municipal précédente. Enfin, pour conclure ce court propos, je voudrais vous rappeler cette note enthousiaste que les festivités du jumelage entre Vertou et Morges seront célébrées du week-end du 13 au 15 octobre, célébrant ainsi les 65 ans d'amitié de nos deux belles villes, sous le thème de la culture, n'est-ce pas ma chère Elsa? Vous êtes évidemment toutes et tous attendus à ce week-end et à cette fête. Je souhaiterais que nous puissions faire honneur, je le dis pour le conseil municipal, mais aussi pour le public qui nous regarde, faire honneur à nos amis suisses et que nous puissions partager avec eux cette belle amitié et ce bel esprit vertavien qu'ils sont contents de retrouver quand ils viennent à Vertou. Voilà, merci beaucoup. Je crois que tout le monde est arrivé du... Ah non, il manque encore Jean-Marc Chirol, hein, mais il ne devrait pas tarder. Et Romuald de Rabergeau. Nous pouvons donc approuver les procès-verbaux des séances précédentes. Alors, nous avons deux procès-verbaux, celui du 26 juin 2023. Y a-t-il des questions sur le procès-verbal du 29 juin 2023? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie, c'est donc adopté. Et celui du 13 juillet 2023 également, vous le savez, exceptionnel. Y a-t-il des questions autour de ce procès-verbal? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie, c'est donc adopté. Quelques informations avant de commencer l'ordre du jour ordinaire de notre conseil municipal. D'abord, des informations dont vous avez l'habitude autour des marchés et des avenants. C'est l'information numéro 1. Marché passé depuis le 29 juin 2023. Vous le verrez, un certain nombre d'investissements pour des travaux. Et c'est normal puisque nous étions dans les travaux d'été que chacune et chacun a pu visiter. Un certain nombre de travaux en préfiguration des grands projets vertaviens, le groupe scolaire que nous dénommerons officiellement tout à l'heure, les réaménagements des restaurants scolaires avec
des extensions, mais aussi des améliorations de confort de ces offices de restauration. Et puis aussi, et notamment pour les régniers, une location de modules préfabriqués pour pouvoir limiter les déplacements des enfants et pouvoir officier dans la salle des régniers. Vous avez en information numéro 2 des cessions de biens mobiliers, plutôt des véhicules. Vous avez en information numéro 3, comme vous en avez l'habitude désormais, des frais juridiques. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5 montants pour divers accompagnements juridiques. Voilà pour les informations. Je vous propose donc de rentrer dans le vif du sujet de notre conseil municipal, en commençant par une belle délibération, puisqu'il s'agit, c'est pas parce que c'est moi qui la présente qu'elle est belle, mais il s'agit du rapport d'activité 2022 de la métropole. C'est une délibération dont vous avez l'habitude également, désormais depuis 3 ans. Nous abordons le rapport d'activité de l'année précédente de Nantes Métropole. Je ne vais pas vous faire une lecture in extenso de ce rapport, d'abord parce que ça serait trop long, ensuite parce que je crois que vous l'avez tous eu et donc forcément tous lu. Et ce rapport, en plus, arrive quasiment 10 mois après la fin de ce rapport, hein, puisque je rappelle qu'il concerne uniquement l'année 2022. Donc nous commençons à être dans d'autres projets ici. Je souhaiterais d'ailleurs, je le dis, mais j'ai eu l'occasion de le dire au service métropolitain, que ce rapport puisse arriver avant la fin du premier semestre, ce qui nous garantirait quand même un peu de cohérence et puis surtout permettrait à notre mémoire de ne pas être si éloigné de l'année 2022, ou en tout cas de l'année N-1. Peut-être, pour commencer, quelques éléments. 24 communes, évidemment, vous en avez tous la mémoire. 3800 ETP, ce qui correspond globalement entre 4500 et 5000 agents. Faut se dire quand même les choses. Ces éléments de compétences qui interviennent pour les 665 000 habitants de la métropole, avec d'une part des compétences obligatoires, d'autre part des compétences facultatives, qui sont exercées d'ailleurs avec plus ou moins de réussite, je le dis. Des éléments obligatoires, vous les connaissez tous, mais je voudrais en rappeler 2 ou 3. Les transports et les déplacements, hein, qui sont une grosse partie des compétences. L'espace public, la propreté de nos espaces publics, les déchets, voilà, et puis le logement et l'habitat, et enfin l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation en partenariat évidemment avec la compétence régalienne que celle de l'État. Des éléments aussi de compétences facultatives qu'on a l'habitude de traiter, l'hébergement des gens du voyage, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, et puis la participation en concertation avec les communes à l'aménagement de promenades le long des cours d'eau, ainsi qu'à la valorisation des espaces naturels. Nous en parlerons aussi tout à l'heure dans une des délibérations. Je souhaite la bienvenue à Romuald Rabergeau. Vous avez l'ensemble du rapport avec des présentations très bien faites d'ailleurs, très, très belles photos, documents assez bien formatés. Donc je voudrais juste rappeler que la métropole exerce d'abord ses compétences obligatoires, qu'il faut faire attention à ne pas se diversifier trop dans nos compétences, et que surtout il ne faudrait pas, par
cet étalement des compétences a imposé un modèle de standardisation de réponse par rapport à des situations de communes qui sont forcément différentes. On en discutait encore mardi dernier en réunion entre maires. Il faut que l'on fasse attention à traiter différemment les communes. Ce droit à la différenciation, moi je l'appelle de mes voeux. Voilà, il fera d'ailleurs suite à un droit de responsabilité des élus qui sont en place, et notamment des élus communaux, et appellera sans doute à un peu plus de liberté de nos communes, tout en garantissant un cadre commun de développement de la métropole. Donc je ne reviens pas sur l'ensemble des documents qui vous ont été transmis, et je vous propose de passer à la synthèse financière. Alors là, vous avez ici évidemment à l'écran l'ensemble des modes d'interaction de la métropole. Chacun voit que c'est pas hyper simple, voilà, et que si on additionne l'ensemble de ces instances, la charge de réunion est absolument incroyable à la métropole, et sans doute que nous aurions, mais nous le partageons aussi entre nous, un peu de performance à trouver dans ces questions de réunion, en tout cas d'essayer de consommer un tout petit peu moins de temps. La synthèse financière, j'y viens, avec une situation financière OCA 2022, au compte administratif 2022 assez saine, il faut le reconnaître, un désendettement une capacité de désendettement à 4,1 années, après des années de hausse de ce temps. Il y a une petite stabilisation, et je le dis, la situation est assez saine, avec également le triptyque connu autour du réendettement, autour de l'imposition et autour des ratios financiers, chose que l'on connaît bien à Vertou, évidemment. Vous avez aussi, je crois, à la slide supplémentaire, voilà, une répartition des dépenses et des recettes pour 100 euros. Je trouve ça assez intéressant. Un quart du budget part dans les mobilités, vous le voyez, en termes de dépenses. Et c'est important, voilà, pour mailler le territoire et faire en sorte que l'ensemble des mobilités puissent se développer. Ce schéma avait d'ailleurs été, schéma des mobilités avait été présenté par la présidente. J'étais présent à l'époque en 2018 pour un schéma de quasiment 5 ou 6 ans, et donc nous devrions être au renouvellement de ce schéma. Et dans ce schéma, effectivement, il y avait une liaison pour Vertou sur laquelle nous travaillons. Un petit zoom peut-être, ça me fait le lien avec le pôle Loire, Sèvres et Vignoble auquel nous appartenons. Je le rappelle, le pôle, c'est des habitants, une partie des habitants de Nantes, des habitants de Rezé, de Saint-Sébastien, de Vertou, de Basse-Goulaine et des Sorinières. C'est 20% du poids total de population de la métropole. Et vous le voyez, c'est un budget assez fort en investissement, quasiment 10 millions d'euros pour ce pôle en termes de dépenses. Autour des politiques publiques récurrentes dont je vous ai parlé tout à l'heure, et en segmentant en trois espèces, trois sortes de sujets. D'abord les projets pluriannuels dont nous parlerons, mais du type quai de la Chaussée des Moines, par exemple, à Vertou, qui prend plusieurs années pour se réaliser. Du type entretien, comme les budgets ERS, et j'ai oublié évidemment l'acronyme, mon cher Thomas, entretien, rénovation, sécurité, merci cher Thomas, qui concerne l'ensemble de nos voiries, mais aussi l'ensemble de tout ce qui concerne
l'éclairage public, vous le verrez, et puis des petits aménagements de sécurité également. Et puis le troisième grand pan, c'est le pan des perspectives, qui est lié aux études, notamment, et donc par exemple, en 2022, le début des études route du vignoble, le début de l'esquisse pour l'accompagnement de la cuisine centrale, qui sont d'ailleurs encore aujourd'hui au travail et quasiment finalisés pour certaines études. Je pense à la liaison rue du 8 mai, rue du 11 novembre, dont on va parler tout à l'heure, et qui s'appelle désormais la rue Jeanne Le Bloyer, comme vous vous en rappelez toutes et tous. Il y a des choses qui se voient, le quai, il y a des choses qui se voient moins. J'en profite pour vous dire que nous inaugurerons le quai le 15 octobre prochain, avec la présidente de la métropole qui a bien voulu inaugurer cet équipement majeur. Il y a ce qui se voit, mais il y a aussi ce qui se voit moins, l'éclairage, les eaux usées, les eaux pluviales, qui concernent un gros travail autour des compétences métropolitaines, des compétences obligatoires. Et vous le voyez, vraiment de nombreux, très nombreux travaux sur cela. Je pense au remplacement des LED, même si on aimerait que ça soit toujours plus facile. Remplacement par les LED, pardon, des anciennes ampoules. On aimerait que ça soit toujours plus rapide, mais en tout cas, le sujet est toujours d'actualité. Les eaux usées, les eaux pluviales, avec les branchements, les vérifications, bref, tout le travail qui effectivement se voit peu, mais qui est si important. Et puis, je le disais, beaucoup de travail sur les déplacements. Plusieurs de nos collègues ici travaillent beaucoup, en quotidienneté d'ailleurs, à ces questions-là. Je ne vous fais pas la lecture voilà, de cette liste quasiment à l'après-vert, mais vous le voyez, toutes les mobilités sont abordées, et nous essayons de travailler au mieux pour que l'ensemble de ces mobilités cohabitent de la meilleure manière qui soit. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le rapport de Nantes Métropole, sans être trop long, mais je le sais, vous avez eu à cœur de lire l'ensemble du sujet, et je vous dis d'ores et déjà qu'il n'y a pas de vote, je crois, sur ce rapport. Il suffit de voter sur le fait que nous l'ayons discuté. Donc j'ouvre ce moment de discussion pour celles et ceux qui le voudraient. Madame Quatreau, je vous en prie, et puis Monsieur Robert. Merci, Monsieur le maire. Veuillez excuser mon retard. J'ai raté je crois une précision sur les... Ah non, je crois que c'était sur le taux d'imposition et sur Ah d'accord, excusez-moi. Bon, écoutez, l'avantage de Mme Quatreau, c'est que c'est enregistré, vous pourrez vous refaire la vidéo aussi longtemps que vous mais avec voudrez. grand plaisir. Oui, je me la passerai en boucle. Alors, je voulais revenir, moi, sur une partie plus particulière du rapport, c'est la gestion du cycle de l'eau. Dans le résumé qui nous est présenté, il est rappelé qu'il y a une sécheresse en 2022, une mobilisation autour de la sobriété en eau. Et comme vous le disiez, c'est vrai qu'on se retrouve avec un rapport en fin septembre 2023, 9 mois après. Voilà, donc vous n'y êtes strictement pour rien, ce n'est pas un reproche, mais moi je voulais, avec le groupe, on faisait un focus sur l'eau, parce qu'on sait que l'année dernière, ça a été quand même un été très très compliqué, cette année encore, en 2023, il a fait chaud. On a été dans une situation différente de l'année 2022, mais je pense que ce serait intéressant qu'on ait régulièrement des points sur des éléments de la politique métropolitaine, mais plus particulièrement le cycle de l'eau, parce que c'est quand même en cas de crise un point majeur, c'est-à-dire que
c'est ne pas pouvoir boire, se demander si enfin ne pas pouvoir boire de l'eau au robinet, hein, très clairement, alors que finalement on est tous habitués à ce que l'eau sorte du robinet, une eau de qualité en plus. Et donc en fait ce serait une demande là dans l'année pour qu'on puisse avoir des points. Alors l'hiver on va oublier parce que l'hiver il va faire froid. Mais je pense malheureusement que l'été 2024 sera aussi un été compliqué et qu'il serait intéressant d'avoir dès le printemps un point sur l'état des nappes phréatiques, sur les différents travaux qui ont lieu le long de la Loire. Voilà, un point très régulier. Et nous, on demande cela parce qu'on a été quand même un peu surpris cet été par l'arrosage de l'hippodrome. Alors je sais que nous n'étions pas du tout dans une phase de sécheresse comme en 2022, mais il a quand même fait très chaud. Beaucoup de nos concitoyens sur la ville ont fait attention de ne pas arroser des moments donnés leur jardin. Je crois que bon nombre maintenant commencent à avoir des pratiques de consommation très raisonnée de l'eau. Et donc, même si la préfecture n'avait pas interdit des arrosages, on est quand même surpris que pour 2 jours d'activité sur l'hippodrome, on ait la pelouse la plus verte. Alors c'est vrai que si on veut voir une pelouse verte, fin août, pour se rafraîchir, il faut aller à l'hippodrome. Mais quand même, ce n'est pas du tout une mise en question des activités hippiques. Mais ça pose quand même, si c'est l'hippodrome, pourquoi ce ne serait pas d'autres structures, pourquoi, enfin voilà. Donc je pense qu'il faut que dans l'année, on ait avant l'été une réflexion partagée sur qui peut arroser sa pelouse. Est-ce que c'est l'hippodrome? Est-ce que c'est d'autres structures? Et aussi au niveau métropolitain. Moi, voilà. Pour le coup, on a vu l'hippodrome, mais s'il y a d'autres structures au sein de notre métropole, ça pourrait être intéressant. Je vous remercie. Merci, J.C. Robert. Merci, monsieur le maire, merci pour la présentation de ce rapport. Moi, je voulais justement vous interroger, alors au-delà de la question de l'eau qui est importante, c'est sur l'ensemble de l'impact environnemental. On a mis en place au sein de cette commune un plan de sobriété. Et je voulais vous interroger sur, en tout cas vous, représentant au Conseil métropolitain, sur l'existence, que moi personnellement j'ignore, peut-être d'un plan de sobriété métropolitain. En tout cas, je m'attendais effectivement à ce qu'il y ait des éléments un peu plus complets dans ce rapport, puisque en 2022, nous étions déjà sur ces questions qui nous avaient interrogés au sein de ce même conseil l'année dernière. Et puis j'avais une question, puisque c'est un rapport, donc un bilan sur les perspectives, davantage les perspectives, et notamment là, nous sommes encore sur l'écran des déplacements, sur la question du prolongement du busway, qui est un sujet effectivement métropolitain, qui est annoncé déjà depuis de nombreuses années. Donc voilà, voilà. Effectivement, dans le cadre effectivement de la présentation que vous rappeliez. Donc on arrive au bout de ce cycle 2018-2023. Nous sommes en 2023. Je pense que pour des questions même de pédagogie par rapport au public qui nous écoute, voilà, en profiter pour faire un point d'étape sur ce sujet-là. Et puis peut-être plus globalement sur les grandes perspectives. Encore une fois, un bilan, c'est une belle chose. 2022, vous l'avez rappelé, c'était un peu ancien, mais qu'est-ce qui est dans les cartons liés à la métropole pour notre territoire? Vous avez rappelé le pôle, mais sur Vertou en particulier. Donc le busway, c'est le sujet prégnant, mais il y en a d'autres investissements. Je pense à la passerelle du Pont du Chêne, ou en tout cas l'agrandissement côté Pont du Chêne, et un certain nombre d'autres sujets. Voilà, si on pouvait avoir quelques mots sur ce sujet. Bien sûr. Peut-être un mot sur le rapport du cycle de l'eau. Alors, je n'ai pas détaillé le rapport, mais dans le rapport, vous avez notamment les travaux qui ont été lancés à l'usine de La Roche et qui se poursuivent d'ailleurs et en 2023. On va voter vendredi prochain au Conseil métropolitain une augmentation de l'enveloppe, hein, parce que très clairement on n'y arrive pas compte tenu de l'inflation. C'était déjà 85 millions d'euros pour la rénovation et la modernisation de cette usine qui est nécessaire, hein, parce que le bouchon vaseux, vous l'avez rappelé l'année dernière, a été un problème. Et dans ce cadre-là,
même si cette année, en 2023, on n'a pas connu les mêmes tensions, le travail sur l'usine de La Roche va permettre normalement d'arriver à une stabilisation du cycle de l'eau, en tout cas de l'eau potable. Il faudrait qu'on parle aussi des eaux usées. il y a aussi un gros travail à lancer sur quelles eaux usées, les eaux vraiment usées, les eaux grises notamment, qu'on utilise beaucoup également. Moi, je voudrais juste vous donner un marqueur. Vous avez parlé de l'hippodrome. J'entends, moi, cette question. D'ailleurs, certains ont émis, y compris dans vos rangs, je crois, la possibilité d'une retenue d'eau. Bon, voilà, je ne savais pas que les bassines étaient un souhait particulier, mais je crois qu'on doit réfléchir, comme vous, à des solutions qui pérennisent le sujet et les courses hippiques. Parce que s'attaquer effectivement à la question de l'hippodrome et de l'arrosage de l'hippodrome, c'est s'attaquer aux courses. C'est-à-dire, je comprends bien que vous ne le fassiez pas en direct, mais si le terrain n'est pas assez travaillé, humide, enherbé, les chevaux ne peuvent pas courir pour des questions tout simplement de santé animale, ce qui paraît assez logique. Donc je partage avec vous qu'il faut sans doute trouver des solutions pérennes à cette question. Sur la question du plan de sobriété, que ce soit l'eau, que ce soit l'électricité d'ailleurs, que ce soit l'ensemble des compétences un peu générales, il y a eu un gros travail de fait au moment où il y a eu un peu de crispation. Pour un certain nombre de choses, d'ailleurs, ça a perduré. Je pense au plan de sobriété vertavien notamment. Le fait d'avoir changé nos habitudes aussi a permis l'économie de 135 000 litres d'eau, par exemple. Je donne cet exemple-là. Le fait de changer nos habitudes d'arrosage, comme le disait Madame Quadprou, le fait de changer nos méthodes pour l'embellissement de la ville avec des espèces qui sont moins consommatrices d'eau, par exemple. Voilà. Toutes ces petites actions amènent, je le crois, à plus de sobriété sans pour autant attaquer l'embellissement de la ville et la qualité de ville que nous avons. Sur la question des grands projets, j'y inclus volontairement le Busway. Nous, on a toujours dit à Vertou qu'on voulait une solution rapide de desserte. Le Busway en est le projet le plus logique. Nous travaillons en ce moment avec la métropole. Le Busway, c'est 50 millions d'euros quand même. Bon, voilà, dans cette période où l'argent est rare, et il se questionne, en tout cas dans sa forme. Et donc, nous travaillons beaucoup sur les tracés, les possibilités d'arrivée, ce que ça dessert, notamment aussi avec le lycée qui bouge. Et donc, l'idée, c'est d'avoir l'ensemble de ces projets, le projet Busway, le projet Pont du Chêne, toutes les mobilités, passerelles dont vous avez parlé, de mobilité douce et de piétons, ainsi que la réfection du boulevard Guichette Serré avec sa transformation. Moi, je crois beaucoup à ça. Tous ces projets-là doivent atterrir en même temps pour être cohérents. Et donc, c'est ce travail que nous sommes en train de faire, aligner l'ensemble des dates d'arrivée. J'ai réécrit pas plus tard que je crois qu'en début de semaine à la présidente de la métropole pour lui rappeler quelles étaient nos bornes d'arrivée. Elle les connaît, mais c'est toujours bien de pouvoir lui rappeler et puis de faire atterrir effectivement l'ensemble des projets dans une acceptation générale aussi, parce que si vous mettez tout en chantier au même moment, au même endroit, il y a un moment, ça va pas aller. Et donc, il faut qu'on soit cohérent et intelligent dans la manière d'organiser les chantiers qui vont venir. Nonobstant,
tout le travail sur les normes environnementales, sur les études environnementales qui sont extrêmement importantes, non pas pour le projet du lycée, mais pour le projet, pour tous les autres projets, c'est-à-dire le Busway, avec effectivement sur ce boulevard Luc Dejoie, l'ensemble de ces 200 arbres qui sont sur le trajet, le pont du Chêne avec l'insertion à l'intérieur de la rivière, bon voilà, avec aussi des questions autour de comment la biodiversité continue son parcours avec cette nouvelle passerelle. Et puis, en essayant d'impacter le moins possible cette biodiversité. Et puis, de même pour le boulevard Guichette-Serré, qui doit venir connecter aussi le travail que nous devons faire sur le parc du Loiry. Bon, voilà, ça a été annoncé, il y a des crédits d'études là-dessus. Il faut qu'on soit aussi coordonnés dans tout cet ensemble. En tout cas, nous irons défendre ça à la préfecture et faire en sorte que tout puisse atterrir en même temps, je l'espère, début du mandat prochain. Voilà, si j'allais dire, les études environnementales, si les conditions financières, si les complexités techniques sont résolues d'ici là. Voilà. Aujourd'hui, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. On est au travail. Ce que je vous propose, c'est un point d'étape peut-être autour de ces questions-là en commission. Monsieur Robert, je vous en prie. Non, juste, vous évoquiez de défendre à la préfecture Oui, enfin, d'aller défendre, enfin, d'aller travailler avec la préfecture. Défendre, c'est parce que en ce moment, j'ai une relation avec la préfecture assez exigeante. Voilà. Et c'est important parce que parfois, les services de la préfecture, je le dis assez simplement, ont une lecture des règlements un peu rigoriste, parfois même un peu de zèle, ce qui est de temps en temps bien, puis ce qui de temps en temps complexifie les projets. Et donc on a à travailler de manière intelligente avec eux. Et encore une fois, il ne faut pas non plus faire aux différents agents, qu'ils soient de la mairie, des différents partenaires de collectivités territoriales ou les agents de la préfecture, le même travail sur des sujets qui sont connexes. Donc il faut essayer de travailler intelligemment et en synergie sur ces questions-là. Mais ce que je vous propose, c'est une petite présentation quand les points d'étape sont un peu figés, de pouvoir avancer sur ces sujets-là. Ça va tout le monde ? Eh bien, écoutez, je vous propose de prendre acte de notre présentation du rapport d'activité 2022 de Nantes Métropole. Y a-t-il sur cette présentation des oppositions, des abstentions? Je vous remercie, c'est donc adopté. Je passe la parole à Christian Corbeau. Merci. Sur la question de la M57. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, nous, on a rêvé avec des projets et là, on revient dans le dur. Hein. Oui, vous avez dit des dossiers assez techniques. Voilà, je ferai quand même exception, c'est pas très technique. Ah bon. Donc, un nouveau nom de code M57 qui va remplacer le M14. Donc, c'est le passage à la M57. Donc, il y a une obligation pour le 1er janvier 2024 que toutes les collectivités basculent sur ce M57. Alors, à ce jour, un tiers des collectivités ont basculé. Donc, ça nous permet, nous, de nous appuyer sur leur expérience et, je dirais, d'être certainement plus efficients par rapport à ce qu'eux ont pu vivre. Donc vous l'avez compris, c'est une obligation. Néanmoins, nous avons également l'obligation de passer par une délibération pour adopter donc cette nouvelle nomenclature budgétaire et comptable, alors qui s'applique uniquement pour le budget principal de la ville, en sachant et CCAS, en sachant que le budget annexe des panneaux photovoltaïques donc garde son ancienne nomenclature qui s'appelle M4. Alors la raison est très simple, hein. Donc le budget annexe, c'est aussi de la production et de la revente d'électricité. Donc ce n'est pas concerné puisqu'il s'agit d'activités à caractère économique et commercial. Alors, ce qui change dans la M57, donc rapidement, 4 points. Ouais, bon. Donc,
Oui, c'est pas technique, j'essayais de mettre un peu de... Donc 4 points donc, en matière de gestion pluriannuelle des crédits. Alors je vais faire assez simple et être assez factuel. Donc nous devons... nous avons besoin donc, pour les ACCP, donc les autorisations de programme, d'être un petit peu plus précis. Donc il y aura un règlement. Donc si je prends un exemple sur un groupe scolaire, un peu de retard donc, dans les travaux, un vote au budget 2023, donc nous avons besoin d'une enveloppe d'1 million, nous pourrons l'affecter sur un exercice 2024-2025 avec beaucoup plus de souplesse. Le deuxième point concerne la fongibilité des crédits. Donc, ça nous permet, je vais être très simple, travaux sur un gymnase, nous avons voté une enveloppe de 200 000 euros. Nous souhaitons, pour ce gymnase, affecter une partie à du matériel. Donc, nous avons la possibilité d'affecter une partie de cette enveloppe au matériel. La seule obligation, c'est du matériel n'est pas considéré donc dans cette fongibilité des crédits l'affectation pour du personnel. Le troisième point concerne la gestion des crédits pour les dépenses imprévues, uniquement sur la section investissement. Hier, pour un programme pluriannuel d'investissement, nous passions par une décision modificative. Donc là, on ne passera plus par cette décision modificative. Et le dernier point concerne les amortissements. En sachant qu'aujourd'hui, la ville achète un véhicule au cours de l'année 2023, l'amortissement passe à partir du 1er janvier de l'année N+1. Avec la nouvelle nomenclature, il y a un prorata à partir de l'année, à partir du moment où nous achetons donc ce véhicule. Donc vous l'aurez compris, donc les collectivités, alors je ne veux pas dire qu'elles vont comme les comptas privés, mais ça nous permet de nous rapprocher des comptabilités privées et ça nous permettra donc un peu plus de transparence et de nous comparer. Voilà, monsieur le maire. Mais ce n'était pas très compliqué. Hein. Non, mais... Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Monsieur Robert. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur Corbeau, pour ce travail pédagogique. Et puis ça me permettait de souligner que parfois l'État fait un peu de simplification. Donc là, ça va dans le bon sens. J'ai plein d'autres sujets, monsieur Robert, si vous voulez. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. C'est donc adopté. Toujours Christian Corbeau pour la sortie de l'inventaire communal des cautions non restituées. C'est toujours en lien avec le passage à la M57, donc ça nous permet de nettoyer les inventaires. Et nous avions des cautions pour des bouteilles de gaz qui restaient, donc nous avions une ligne depuis de nombreuses années, donc les bouteilles avaient été restituées, mais nous avions encore cette caution, donc la M57 nous oblige de corriger cette ligne-là. Donc nous corrigeons cette ligne concernant la caution de bouteilles de gaz. Merci, j'imagine, pardon. On fait un peu de désherbage, nous aussi. Hein. Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Délibération numéro 4. L'identification des dépenses imputées sur les comptes fêtes et cérémonies. Merci. Donc là, c'est bien une demande globale avec le nouveau décret pour les dépenses. Donc là, il nous est demandé aux collectivités de clarifier l'affectation des dépenses sur deux sous-thèmes. L'article 62-32 en lien avec tout ce qui se passe à l'externe. Donc ce sont les cérémonies officielles, commémorations, etc. Et le 62-57, c'est tout ce qui est lié en interne. Conseil municipal, les élections, etc. Donc ça permettra un peu plus de visibilité, de transparence concernant les affectations de ces factures. On fait 2 comptes au lieu d'un, quoi. Voilà. La simplification a parfois des limites, vous voyez, monsieur Robert. Y a-t-il... Oui. Madame Quadepro, pardon. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense que c'est important aussi pour les collectivités territoriales d'être très clair et transparent, comme l'a dit M. Corbeau, sur les moyens... Pardon ? On l'est déjà, Mme Quadepro. Oui, je citais pas Vertou. C'est national, cette identification des dépenses imputées. Et donc, moi, je trouve que c'est une bonne chose, en fait, qu'on sache exactement si on fête le 11 novembre ou... voilà. C'est une bonne chose, en fait. C'est une petite taquinerie pour monsieur Robert, mais
Je vois que, tel un chevalier blanc, vous venez à son secours. Oh là non. Et au contraire, monsieur le maire, je venais sur les impôts locaux tout à l'heure. Je pensais que vous étiez intervenu. Mon voisin Gilles Moxion m'avait dit que vous étiez intervenu sur l'allocution du président de la République. Oui. Et non, moi je voulais conforter vos propos sur le fait qu'on ne pouvait pas retirer. Enfin voilà, là aussi il y a un jeu de bonne taux qui est inadmissible. Voilà, donc non, je ne suis pas la chevalière blanche. Merci. En l'occurrence, plutôt rouge ce soir ou orange, vermillon, je ne sais pas. En tout cas, je crois que nous serons tous d'accord pour voter cette délibération. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. C'est donc adopté. Christian Corbeau, dont je ne pensais pas que les délibérations allaient donner lieu à autant d'enthousiasme. Désaffectation et vente de véhicules, mon cher Christian. Merci, monsieur le maire. Donc, c'est en lien avec l'enjeu numéro 4, donc pour une ville engagée, donc portée par le projet d'écomobilité, donc avec un investissement concernant la flotte verte qui se poursuit. Donc, investissement de véhicules propres et donc sortie de 3 véhicules. Donc, ce n'est pas en lien avec l'information, hein, puisque ce sont bien 3 autres véhicules. Donc, un Citroën Jumper, donc un deuxième, Ben, et un Fiat Ducato. Et nous passons toujours par VP Auto. Et nous sommes généralement agréablement surpris par le prix de cession. Voilà, donc c'est toujours agréable. Merci. Et donc, il faut autoriser le conseil municipal, enfin, en tout cas, autoriser le maire à pouvoir les vendre. Et après, on les retrouve en information de vente, éventuellement. Y a-t-il des questions, des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. C'est donc adopté. Je passe la parole à Gisèle Coyac, en remerciant Christian Corbeau, sur une question de termites, et notamment pour éviter sa propagation. Effectivement, merci monsieur le maire. Vous le savez, donc des nuisances et surtout des dégâts importants donc, peuvent être occasionnés par des insectes xylophages et plus particulièrement les termites. Alors il a bien évidemment été adopté un dispositif législatif et réglementaire en ce sens pour protéger à la fois acquéreurs et propriétaires d'immeubles et tout occupant propriétaire, donc contaminé, dès qu'il en a connaissance, doit faire une déclaration en mairie. Cette déclaration impose par voie de conséquence l'obligation de réaliser un diagnostic et des travaux d'éradication sur ces insectes présents. Et elle a également pour conséquence la délimitation d'un périmètre et ce périmètre d'un périmètre d'infestation. Sur Vertou, donc un foyer a été déclaré avenue du Duc de Sully. Donc vous avez le plan sous les yeux et il s'avère donc aujourd'hui de délibérer pour délimiter ce périmètre d'infestation afin que propriétaire, qu'il soit propriétaire de bâti ou de non bâti, doit faire le nécessaire et ce dans les 6 mois. Et également donc de pouvoir apporter les réponses tant au niveau de la prévention que du curatif. Il concerne dans un premier temps tous les terrains qui sont contigus à ce foyer et il pourrait bien évidemment être élargi si besoin était. Et là, je vous informe que tous les propriétaires ont eu connaissance de la procédure de lutte à mettre en place. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ce sujet. Merci. Donc il nous faut étendre délimiter ce périmètre d'intervention, d'infestation, pardon. Aussi d'intervention, j'imagine. Y a-t-il des questions autour de ce périmètre? Pas de questions, pas d'opposition. Je vous remercie. Pardon, pas d'abstention. Je vous remercie. C'est donc adopté. Délibération numéro 7, toujours Gisèle Coyac, autour de la mise à jour du tableau des emplois, comme d'habitude. Oui. Nous vous présentons habituellement la mise à jour du tableau des emplois. Aujourd'hui, nous proposons au conseil municipal la suppression de 12 emplois permanents
des emplois donc, qui sont aujourd'hui vacants et la création de 7 postes afin de répondre aux besoins des services et de se mettre en adéquation avec les différentes missions dont a besoin la collectivité. Donc je le rappelle, ces mises en adéquation peuvent faire suite soit avec des modifications de quotité, soit suite à une pérennisation de postes ou départ d'agents. Et donc aujourd'hui, nous devons délibérer pour cette mise à jour. Merci. Y a-t-il des questions autour de ce cadre d'emploi? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. C'est donc adopté. Délibération numéro 8, toujours Gisèle Coyac, autour du système indemnitaire des agents et notamment des ajustements proposés. Oui, donc ce régime indemnitaire, un petit rappel, donc, a été mis en œuvre depuis juin 2018. Il a été évalué et une première fois aussi adapté en 2020 pour répondre à ses objectifs et surtout à tenir compte d'un contexte en continuelle évolution. La dernière évaluation a été présentée en comité technique le 29 novembre dernier et a confirmé le respect de la trajectoire qui était définie et a mis en exergue toutefois la nécessité d'apporter quelques ajustements visant à développer l'attractivité de la ville et à accompagner surtout des changements organisationnels. Et par ailleurs, donc, suite à des observations du Trésor public, il est prévu de mettre en conformité l'indemnisation des régisseurs. Alors, cette mise en conformité de l'indemnisation des régisseurs donc, est à prendre en compte pour tous nos régisseurs qui peuvent être soit titulaires, soit suppléants, et pendant la durée effective de leur fonction de régisseur. Par ailleurs, donc, des corrections donc, visant à développer l'attractivité, comme je vous le disais, et surtout à reconnaître et à valoriser les métiers et les responsabilités. Et compte tenu de l'évolution du marché de l'emploi que vous connaissez et de la rareté, bien évidemment, de certains profils, il est proposé d'élargir la possibilité d'une négociation à tous les métiers en tension et surtout permettre à la collectivité de fidéliser ses agents. Donc l'enjeu de cohésion de notre organisation se traduit par la reconnaissance et la valorisation des métiers et des responsabilités. Et c'est dans cet objectif que cette délibération prévoit 3 adaptations. La première étant de reconnaître et valoriser la fonction d'encadrement de terrain. Sur ce plan-là, un travail important et sur une longue durée, sur depuis 12 mois, avec les encadrants et tous les niveaux de management a été réalisé. Et donc, il est proposé que ces acteurs qui exercent au quotidien un rôle d'encadrement déterminant dans l'organisation soient valorisés dans le cadre d'un dispositif de promotion professionnelle et d'une reconnaissance indemnitaire significative. La deuxième adaptation vise à valoriser les agents du groupe de la fonction 4 qui occupent un poste dont le grade cible relève d'une catégorie hiérarchique supérieure à celle du grade dont ils sont titulaires et de distinguer les agents relevant de la catégorie A du groupe fonction 4. Donc, dans cette perspective, il est proposé de verser le montant indemnitaire relatif au grade cible de l'emploi occupé en lieu et place du montant du grade détenu par l'agent. Et en dernier lieu, donc, il est prévu de mettre en cohérence le régime indemnitaire et les spécificités de la police municipale et de proposer une adaptation du système indemnitaire propre à cette filière et en cohérence avec ses objectifs,
Et donc, nous avons à suivre une délibération spécifique au système indemnitaire de la police municipale, sachant que les policiers municipaux seront extraits du champ d'application de la délibération donc, de ce régime indemnitaire. Voilà, monsieur le maire. Merci. Y a-t-il sur cette délibération des questions, des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. C'est donc adopté. Délibération 9, Gisèle Coyac toujours, pour le système indemnitaire dont tu parlais à l'instant, de la filière de police municipale. Alors, dans un contexte de développement significatif des services de police municipale, voilà, que vous connaissez, et l'attractivité de notre collectivité, les conditions qu'elle propose et notre capacité à disposer d'une police répondent en fait à des enjeux de territoire en matière de tranquillité publique. Et l'adoption d'une politique, vous le savez, de prévention et de tranquillité publique, assortie de moyens humains et matériels et la création d'un service dédié, traduisent cette réelle volonté de la ville de Vertou. Et c'est ainsi d'ailleurs que le service de la police municipale a été structuré et doté de moyens et professionnalisé. La définition du système indemnitaire, donc en cohérence avec ces évolutions, donc, sera le point d'orgue de la valorisation de cette filière. Le régime indemnitaire est applicable à l'ensemble des agents de la collectivité, à l'exception des agents de la police. Et une évaluation qui a été effectuée en fin 2022 en comité technique le 29 novembre, a mis en lumière la nécessité pour le service de la police municipale de disposer d'un système indemnitaire adapté à sa spécificité et valorisant notamment la manière de servir. De la même manière que sur la précédente libération, un travail a été engagé avec l'ensemble des parties prenantes en vue de mettre en corrélation les critères d'attribution de cette prime avec la politique de prévention et de tranquillité et de confier au chef de service un véritable levier managérial. Qu'est-ce que la ville propose ? Elle propose un système indemnitaire adapté à la filière police municipale, qui soit conforme au cadre légal spécifique à ce métier et qui reflète également la démarche de performance que la ville a décidé de lancer en 2024. Pourquoi ? Pour valoriser l'engagement individuel et collectif des agents du service public. Comment, donc, la méthode s'inscrit dans la dynamique du projet d'administration afin d'accompagner l'initiative managériale et associer l'ensemble de l'équipe à la construction de ses propres indicateurs d'évaluation que représentent les critères d'attribution qui ont été définis sur la période de mise en œuvre prévue. Et bien évidemment, ce système fera l'objet d'une évaluation en 2026 et, le cas échéant, d'ajustements opérationnels en 2027. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions sur ce régime indemnitaire spécifique ? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. C'est bon, c'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Merci Gisèle Coyac pour la présentation de tous ces dossiers et surtout pour le travail important et pérenne que tu fais sur l'ensemble avec l'ensemble des agents. Je sais que cette notion de dialogue social est importante pour toi. Délibération numéro 10, dénomination de voix, et je passe la parole à Sophie Bouvard pour 2 dénominations de voix. Merci, monsieur le maire. Oui, je me permettrai en préambule effectivement de vous rappeler l'importance de ces dénominations de voix bien en amont pour tous les prestataires, acteurs, enfin, et présents sur ces sites. Voilà, l'électricité, les compteurs, l'eau, enfin, etc. Donc, il est toujours très important, effectivement, de dénommer ces voies en amont. Pour ce qui est de cette dénomination, il s'agit du lotissement des PG, avec la création donc de 9 lots à bâtir. Et il a été donc décidé de dénommer cette future voie la rue des Charmes.
Stop. Stop. Rue des Charmes. Voilà, bon, très bien. Et y a-t-il des questions autour de cette dénomination? Attention, nous en avons une seconde. Je passe au vote. Pas d'opposition, pas d'abstention pour la rue des Charmes. Je suis d'ailleurs assez étonné qu'on n'ait pas déjà une rue des Charmes à Vertou, notamment au Régnier, tant ce village est charmant, ma chère Sophie. Délibération numéro 11. Délibération numéro 11. Toujours une dénomination de voie. On traverse le territoire et on va sur le lotissement Le Verger des Airettes, non loin donc de l'allée des 5 continents. Pour cette fois-ci, donc, la création d'un lotissement qui prévoit 20 lots à bâtir. Et pour ce lotissement, il a été important donc d'avoir aussi une dénomination de voie, et il a été choisi la rue des Alizés. Merci. Entre Charmes et Alizé, ça nous fait voyager. Y a-t-il des questions autour de cette dénomination? Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est donc adopté. Nous en parlions tout à l'heure. Délibération numéro 12. Nous en parlions lors du rapport d'activité de Nantes Métropole en 2022. Voilà la déclinaison opérationnelle pour la rue Jeanne Le Bloyer. Alors, la rue Jeanne Le Boyer, effectivement, qui va permettre de relier donc la rue du 8 mai 45 à la rue du 11 novembre 1918. Cette voie, donc, comme l'a dit Monsieur le maire, dénommée rue Jeanne Le Boyer. Et cette rue, dont je le rappelle, desservira le nouvel immeuble qui va desservir donc le nouvel immeuble en cours de construction, et qui sera aménagé en zone de rencontre limitée à 20 km/h et dont la circulation se fera à sens unique dans le sens rue du 11 novembre vers la rue du 8 mai. Cette rue sera, et d'ailleurs doit être, végétalisée, et le projet s'inscrit dans le plan paysage de la ville, qui vise notamment à structurer le paysage urbain par le végétal et à s'adapter au dérèglement climatique en luttant contre les îlots de chaleur. La ville a souhaité procéder elle-même aux aménagements paysagers sur l'espace public métropolitain, et ce afin d'en maîtriser l'ensemble de la réalisation, et puisqu'elle assurera par la suite effectivement la gestion de ces espaces. Donc cette convention qui est annexée à cette délibération porte sur le transfert de la maîtrise d'ouvrage entre Nantes Métropole et la ville, avec une petite précision, donc, c'est que la métropole prend en charge le coût des fournitures, qui est estimé à 8 000 €. Je vous remercie. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions sur ce transfert? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Merci beaucoup. A-t-on une idée du moment où les travaux vont se faire, ou ai-je mal lu la délibération? Novembre là Très bien. Début des travaux, novembre. Comme ça, au moins, on a un peu de visibilité sur... Je vois que vous suivez. Très bien, merci. Délibération 13, toujours Sophie Bouvard, autour du groupement de commandes pour le CAUE. Donc ce groupement de commandes, je rappelle juste qu'effectivement en 2019, un premier groupement de commandes avait déjà été réalisé, et ce dans le cadre de la mise en place du plan local d'urbanisme métropolitain. À l'époque, donc, 11 communes de la métropole de Nantes avaient signé cette convention, et ce qui permettait ainsi donc aux communes facilitait en fait effectivement l'accès à cette expertise de professionnels, et ce qui permettait donc de renforcer la qualité de l'instruction des autorisations du droit des sols.
Nous avions d'ailleurs, peut-être que certains s'en souviennent, déjà évoqué cette convention puisqu'il avait fallu voter en fait un avenant pour prolonger l'effet de ce groupement de commandes donc jusqu'au 31 décembre 2023. 4 ans ont passé depuis l'approbation du plan local d'urbanisme métropolitain. Les enjeux de qualité architecturale et urbaine sont toujours d'actualité et la mobilisation d'une expertise tierce en matière d'urbanisme et d'architecture permet ainsi donc aux communes de continuer à éclairer leurs décisions et, le cas échéant, d'apporter un conseil aux particuliers, et ce, dans un contexte de forte dynamique du territoire et de complexification de la fabrique de la ville. Donc nous sommes effectivement là, à ce jour, sur un groupement de commandes de 14 communes, puisque plusieurs communes sont venues, rejoindre ce premier groupement. Je rappelle juste, effectivement, au niveau de la convention, on est donc sur un sujet assez technique. Alors, je suis désolée parce que j'ai un petit problème, un petit souci. Voilà, excusez-moi, un petit blanc. Je rappelle juste la mission de ce conseil qui porte donc sur des prestations donc de conseil en architecture et urbanisme dans le cadre de l'instruction donc des autorisations en droit des sols. Cette prestation de conseil peut très bien aussi concerner des particuliers, aussi au stade de l'opportunité qu'à celle du permis modificatif. Et je crois que c'est effectivement un support et un accompagnement important pour les communes, pour nos instructeurs en matière d'instruction, donc effectivement de dossiers qu'ils soient simples ou complexes. Et tout ça pour 12 000 € TTC. Exactement, pardon. Non, pas de problème. Y a-t-il des questions autour de la signature de ce groupement de commandes? Pas de questions particulières, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie, c'est donc adopté. Je passe la parole à Damien Durleman pour une convention de partenariat assez innovante. Damien. Merci, monsieur le maire. Effectivement, c'est une convention de partenariat entre Vertou, la ville de Vertou et l'UFR de sociologie. En fait, c'est dans le cadre de notre enjeu de proximité dans lequel nous cherchons régulièrement à délocaliser des actions en direction des habitants. Je pense entre autres à l'organisation de concerts lors de la fête de la musique. Le quartier de la Gare, c'est un quartier qui est en pleine évolution, au développement constant. Qui est légèrement éloigné du centre-bourg, qui est limitrophe de Saint-Sébastien, qui est également en proximité immédiate de centres commerciaux, de zones commerciales. Ce sont aussi des logements collectifs, un lieu de passage, un quartier assez peu investi par ses habitants, une offre associative ou des propositions associatives assez faibles. Et dans un quartier dans lequel on constate également la construction de 300 logements dans les années à venir, qui représentera donc près de 2300 habitants, soit un peu moins de 10% de la population vertavienne. Ces enjeux nous amènent à avoir un regard attentif à la transformation de ce quartier, et notamment en adoptant une démarche un tout petit peu différente et innovante. En l'occurrence, c'est de se rapprocher justement d'étudiants de l'université de Nantes en leur proposant, dans le cadre de leurs études, de réaliser un certain nombre d'enquêtes physiques auprès de la population afin de mieux comprendre leur vie dans le quartier, leurs attentes, leurs habitudes et imaginer quelques réponses à cette vie dans le quartier. Ce qui est convenu avec l'université est d'avoir une base méthodologique qui serait réutilisable dans d'autres secteurs de la ville. Et j'en aurai terminé une fois que je vous aurai précisé le coût, en tout cas la participation de la ville à ces études qui est de 500 €.
Pardon, excusez-moi. Y a-t-il des questions autour de cette délibération? Gilles Moxion, pardon. Oui, nous voterons cette délibération, bien évidemment, parce que, premièrement, sur la forme, comme vous dites, on trouve la démarche tout à fait intéressante, nouvelle. Sur le fond, peut-être nous apporterez-vous des précisions, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait un panel de 12 personnes qui devaient être sélectionnées pour répondre à un certain nombre de questions de ces étudiants. Parce que ça nous paraissait un petit peu restreint, mais peut-être y a-t-il une raison à ce choix de 12. Donc peut-être vous pourrez nous éclairer là-dessus. Et sur le fond, bien évidemment, le sujet nous semble tout à fait pertinent. Je sais que nous, au moment de la campagne électorale en 2020, on avait un groupe de travail sur ce quartier, parce qu'on avait des inquiétudes déjà à l'époque. Ce quartier, il est particulièrement mal situé. C'est un quartier quand même, ça va être compliqué quoi, de le faire vivre, parce qu'être coincé entre cet axe de la route de Clisson et une voie de chemin de fer, et je dirais au-delà la zone de la Vertonne, l'accès de la route de la gare, bon, qui n'est pas de votre fait, là je crois que c'est avec la SNCF, je crois que c'est un long chemin pavé d'embûches, je crois, pour essayer de résoudre, parce que c'est vrai que c'est une véritable question quoi, pour Vertou, cet accès. Et je dirais que ce quartier, il en est un petit peu dépendant, justement pour pouvoir accéder à un certain nombre de services. Et puis sans vouloir anticiper sur le travail de ces étudiants, quand même, on se dit que ça fait quoi, une dizaine d'années quoi, que ce quartier il a commencé à exister, et on trouve que il est temps de faire quelque chose, de s'interroger effectivement sur les attentes des gens. J'imagine qu'en termes de proximité, de services, de santé, de services de commerce, de proximité, d'espaces verts, d'espaces de jeu pour les enfants. Je veux dire que ce quartier, il est démuni de tout ça. Et que c'est vrai qu'on est un peu surpris que, comme on dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. J'espère que cette étude va déclencher effectivement des choses. Alors peut-être qu'il y a une partie qui dépend de la métropole d'ailleurs, une partie qui dépend de la commune, mais j'ai envie de dire, il est temps. Il est temps qu'on s'occupe de ce quartier qui est en train de grossir, effectivement. Vous annonciez, je crois, 300 nouveaux logements. Moi, je sais que j'ai commencé à scolariser des élèves en tant que directeur d'école sur le Laurier Fleuri. Ça date d'il y a 7 ans. Donc, c'est pour ça que voilà, je dis qu'il est vraiment temps de faire quelque chose pour ces habitants, que ça se concrétise. Je ne sais pas si la gare de Vertou pourrait devenir, par exemple, un lieu centralisé à imaginer, je ne sais pas, pour des associations, pour des services publics. Je pense aussi aux crèches. Enfin bon, voilà, la liste est longue, même si je suis sûr que ces étudiants vont nous éclairer, nous apporter de nombreuses pistes. Mais bon, déjà, moi, je pense à tout ça. Voilà, j'espère que donc il y a une dynamique qui va se lancer vite. Merci. Merci. Alors, peut-être Damien va vous répondre sur la question de la convention en elle-même et de ses modalités. Pourquoi, alors je crois que c'est 15, mais pourquoi 15 ou 12 voilà, et peut-être des modalités. Puis je me permettrai de vous répondre peut-être en élargissant le prisme et vous dire combien c'est une opportunité de faire ça à ce moment-là. J'en suis, moi, en tout cas, persuadé. Damien, peut-être sur les modalités ? Alors, effectivement, on partage du coup les constats. On en est entièrement conscient. Pour répondre effectivement sur vos questions précises, c'est pour le moment effectivement une quinzaine d'entretiens qui sont prévus. L'idée, alors ils sont pas prévus, enfin ils sont budgétés, on va dire. L'objectif, c'est de proposer aux étudiants une clé d'entrée auprès de 2-3 habitants
commerçants ou usagers du quartier, et ensuite par cooptation ou par bouche à oreille d'aller interroger les personnes suivantes. Les 15 entretiens sont le minimum finalement sur lequel on s'engage dans la convention. On parle vraiment d'entretiens de fond qui permettent d'avoir un retour qualitatif plutôt que quantitatif. Ça n'empêche que, effectivement, si on constate que dans le cadre de l'étude, les étudiants avancent rapidement, etc., pourquoi ne pas envisager effectivement un questionnaire peut-être un petit peu plus simple pour avoir des informations statistiques peut-être un peu plus pertinentes, mais l'idée c'est vraiment d'aller sur de la qualité et de comprendre vraiment dans le détail ce qui est attendu sur le quartier. Juste une précision également concernant votre suggestion sur la gare SNCF. Elle porte bien son nom, elle appartient à la SNCF. Donc ça ne veut pas dire que rien n'est possible, mais pour le moment, voilà, c'est le même problème que le pont. Il faut un petit peu de temps pour gérer avec cette structure. Avec peut-être un peu plus d'espoir, je me permets de le dire, pour le bâtiment de la gare que pour le pont dont le prédécesseur de mon prédécesseur s'est occupé, et toujours avec la même constance dans les réponses de la SNCF. Nous, on fait passer des trains, ce pont permet de faire passer des trains, le reste, ça ne nous concerne pas. Et donc, on a très clairement un problème de financement. Il ne serait pas contre que la ville fasse les travaux, mais enfin, vous voyez bien que c'est inenvisageable d'engager des travaux en dizaines de millions d'euros sur cette question-là. Donc, il y a un travail qui s'effectue, et ça m'amène à peut-être élargir le prisme sur ce quartier, qui est un quartier dont vous avez parlé des contraintes et qui sont réelles, mais qui dispose aussi d'atouts incroyables. Enfin, je veux dire, on est dans un quartier qui a d'abord des mobilités extrêmement fortes, voilà, notamment le train, même si là aussi, je me suis permis d'écrire au directeur de la SNCF pour lui dire que la suppression des trains, des TER dans cette période, c'était peut-être pas la bonne solution, alors même que je le pense, c'est une solution et acceptable écologiquement et acceptable économiquement que de pouvoir prendre le train plutôt qu'un autre mode de transport plus onéreux. Donc je crois que c'est important aussi de le dire. Et je crois que ce quartier est porté par ses atouts. Et c'est pour ça qu'on a souhaité être au rendez-vous d'une vraie étude sociologique sur ce quartier, avec une dynamique d'habitation, avec une dynamique des commerces. Alors certes, c'est peut-être pas ceux qu'on aurait implanté dans une centralité, mais en tout cas, il y a une polarité commerciale à cet endroit-là, et c'est assez intéressant quand même de l'avoir. Cette polarité commerciale a donné lieu à une étude commerciale sur la route de Clisson. Viennent se greffer une étude d'entrée d'agglomération que la métropole a souhaité lancer au regard d'un appel à projet d'État sur ces questions-là. Donc, à nouveau, la ville de Nantes, la ville de Vertou, la ville de Saint-Sébastien-sur-Loire et la ville de Basse-Goulaine se mettent autour de la table pour discuter. D'ailleurs, je crois que la réunion de lancement est très, très prochaine. Et moi, je suis persuadé, même si aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de demandes d'habitants, il faut être très honnête aussi quant à des demandes spécifiques, je suis persuadé que les gens qui habitent là-bas sont plutôt contents. J'ai rencontré un couple avec Juliette Lecoul notamment la semaine dernière, qui habite dans cet espace-là. Alors oui, il manque des choses, vous l'avez rappelé sans doute, des services qui viendront agrémenter cette vie. Mais pour autant, même en l'état actuel des choses, ce couple a fortement envie de voir ses enfants grandir à cet endroit-là, de continuer à s'épanouir ici, parce que c'est un quartier en devenir. Damien l'a rappelé, avec des logements, mais pas que, avec des unités de commerce et de services
en bas, avec une complémentarité, notamment avec la zone de loisirs. Il ne faut pas oublier ça, hein, à Saint-Sébastien-sur-Loire, avec aussi le bois des Grippeaux, qui est quand même très sympa à Saint-Sébastien-sur-Loire, et puis avec cet accès direct et à Nantes et au vignoble qui me paraît être important. Donc c'est un quartier en devenir, il y a des choses à faire, je partage entièrement ce que vous avez dit. Jusqu'ici, je crois que tout n'était pas prêt. Notamment la métropole avait encore besoin d'acquérir du foncier. Je crois qu'on est à peu près calé sur cette acquisition de foncier. Il faut désormais imaginer ce que peut être l'utilisation de ce foncier. En tout cas, moi, je suis vraiment content et ravi de cette convention. On avait déjà travaillé avec des étudiants, notamment pour ici, notamment pour d'autres sujets. Et je crois que c'est toujours une richesse d'avoir de multiples points de vue, et j'espère que ça pourra déboucher sur de belles réalisations. En tout cas, je formule ce vœu. Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie, c'est donc adopté. Je laisse la parole à Damien Durleman pour la convention de partenariat avec Beautour Village. Effectivement, une autre convention de partenariat également pour imaginer de beaux projets. C'est dans le cadre du budget participatif. Je vous le rappelle, on avait lancé ce budget participatif en 2021, en septembre 2021. L'objectif était de permettre aux habitants, aux Vertaviens, aux Vertaviennes, de proposer des projets d'intérêt général destinés à améliorer durablement le cadre de vie. Dans ce cadre, cinq projets ont été lauréats. L'un des projets était porté par l'association Beautour Village, qui a initié, conçu et présenté un projet de construction d'un bar mobile qu'ils ont appelé la Boat Mobile. Ce projet répondait évidemment à l'ensemble des critères de recevabilité, a reçu évidemment l'ensemble des votes nécessaire pour devenir l'un des 5 lauréats du budget participatif. Ce bar mobile, cette boat mobile, consiste à aménager en fait une remorque en buvette et à acquérir le matériel nécessaire à la tenue de cette buvette, puis à l'organisation ponctuelle de soirées guinguettes ou d'autres événements dans le quartier. Donc la ville s'est engagée à soutenir financièrement ce projet dans le respect des termes du budget participatif et qui était indiqué dans le règlement intérieur, et en fixant également des objectifs à cette boat mobile, et puis évidemment en discutant et en échangeant avec les représentants de l'association. Je vous rappelle, c'est les 4 points principaux des objectifs de l'association avec cette boat mobile. D'abord, c'est créer du lien, échanger via la création d'un tiers-lieu pour les habitants. Ensuite, c'est animer et dynamiser le quartier en contribuant à créer des moments de vie entre habitants de Beautour tout au long de l'année, à la fois évidemment avec cette soirée guinguette, mais aussi lors d'événements de quartier mis en place par l'association. C'est ensuite favoriser l'engagement citoyen et la coopération au sein du quartier. Et enfin, c'est sensibiliser à une consommation éco-responsable en favorisant la vente de produits locaux et artisanaux, ainsi que le traitement des déchets. Donc pour mener à bien ce projet, la ville apportera à l'association une subvention de 30 000 €, comme il était question dans le budget participatif. Merci. La convention est évidemment annexée. Y a-t-il des questions sur cette convention? Pas de questions particulières, pas d'opposition, pas d'abstention, des votes pour. Je réveille tout le monde une fois. Et puis ça fera plaisir je crois, à l'association avec laquelle on travaille beaucoup. Merci pour elle. Merci pour les personnes qui se sont engagées dans cette association. Ça me permet de faire peut-être un petit zoom sur le budget participatif. Je pense que ça a été fait en commission, mais je le dis, ce budget participatif, c'était 5 projets dont 2 on commence à voir le jour. Ce projet de la boat mobile, la cour d'école des Treilles, qu'on a un petit peu upgradé, c'est comme ça qu'on dit en anglais, je le crois. Et puis la question des 3 autres projets qui sont
qui sont en discussion. L'un avec la question de la requalification de la zone de la Vertonne et cette forêt urbaine qui était imaginée. L'autre avec le parcours de santé du Loiry, évidemment, qui va faire l'objet d'une étude particulière dans l'étude du Loiry global. Et puis, l'aménagement d'un parcours, alors je ne peux pas dire santé, c'était ça, qui va être aux Échalonnières, du coup, plutôt qu'au Loiry, et qui va permettre de réaliser aussi ce beau projet. En tout cas, ça me permet de continuer à remercier et le comité de suivi qui s'est beaucoup engagé autour de ça, et Damien qui y met aussi beaucoup d'enthousiasme pour faire vivre ce budget participatif qui, je crois, a été une vraie réussite dans sa première version. Merci beaucoup. Et je passe la parole à Juliette Lecoulme pour une délibération dont on a l'habitude, le fonds de concours gestion des sites à vocation touristique. Tout à fait, merci Monsieur le maire. Donc il s'agit d'une délibération annuelle sur le fonds de concours annuel attribué à la ville de Vertou par Nantes Métropole pour la gestion des sites à vocation touristique. Comme vous le savez, depuis 2016, le Conseil métropolitain a mis en place un dispositif d'accompagnement au bénéfice des communes qui assurent la gestion de sites à vocation touristique et à rayonnement extra-communal. Ce dispositif, il prévoit que le montant alloué par la métropole dépend du montant des dépenses d'entretien éligibles réalisées par la commune. La commune a présenté un montant de dépenses éligibles de 40 816,36 € pour le site de la Chaussée des Moines et du Parc de la Sèvre. Et la métropole nous a informé de l'attribution du fonds de concours 2023 d'un montant de 16 325 €. Ce fonds de concours sera attribué sous réserve du vote lors du prochain Conseil métropolitain de la semaine prochaine. Et il vous est donc proposé d'approuver cette convention pour que nous puissions bénéficier de cette subvention. Merci beaucoup. Délibération habituelle et annuelle. Y a-t-il des oppositions, des abstentions Pardon, je n'ai même pas demandé. Y a-t-il des questions? C'est bon pour tout le monde? Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. C'est donc adopté. Juliette Lecoulme, toujours pour le contrat de mixité sociale triennal 2023-2025. Tout à fait. Merci, Monsieur le maire. Alors, la loi de solidarité et de renouvellement urbain du 13 décembre 2000, dite loi SRU, oblige les communes de plus de 3 500 habitants appartenant à des intercommunalités de plus de 50 000 habitants, comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, à disposer de 25% de logements sociaux parmi les résidences principales. La ville de Vertou est ainsi concernée par ce dispositif et s'est engagée depuis plusieurs années maintenant dans une démarche volontariste de production de logements sociaux. Afin de poursuivre sa démarche et de marquer son engagement, la ville souhaite, parce qu'il s'agit d'une volonté et ce n'est pas un dispositif obligatoire, souhaite s'engager dans un dispositif contractuel dit le contrat de mixité sociale. Alors, c'est quoi ce contrat de mixité sociale? C'est la contractualisation avec l'État et la métropole, et Nantes Métropole, d'un plan d'action, d'un plan de programmation de logements sociaux sur la période triennale 2023-2025. C'est un contrat qui fixe les objectifs, les moyens mis en œuvre pour les atteindre, les leviers d'action, mais aussi les contraintes de réalisation. Ce contrat constitue un cadre d'engagement de moyens, ainsi que, dans sa mise en œuvre, un lieu d'échange continu entre les différents acteurs et les partenaires, de manière à accompagner la ville dans l'atteinte de ses objectifs de rattrapage issus de la loi SRU. Malgré le contexte conjoncturel défavorable, l'engagement de la ville dans ce dispositif marque sa volonté de poursuivre les efforts et la dynamique de construction de logements sociaux. Il vous est donc demandé, mes chers collègues, ce soir, d'approuver la signature de ce contrat de mixité sociale. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions autour de ce contrat de mixité sociale? Je vous en prie, Madame Quadepro. Alors,
pas vraiment une question, mais se féliciter, c'est important, la mixité sociale. C'est la base, en fait, d'une nation. Quand tout le monde se mélange, se comprend, s'apprécie, même si on n'est pas toujours d'accord. Donc c'est important de voir ces mots, mixité sociale. Vous connaissez notre position sur les logements sociaux, on ne va pas revenir là-dessus, mais on voulait surtout appuyer sur l'importance du brassage. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? J.C. Robert? Oui, merci, monsieur le maire. Moi, j'en profitais également pour saluer le fait qu'avec cette démarche, ce nouveau dispositif, finalement, on appuyait davantage sur les évolutions que sur le stock. Parce qu'effectivement, c'est assez compliqué de revenir sur la question du stock, même si on peut quand même, et ça a déjà été fait dans cette instance, s'interroger sur les choix passés de cette commune, parce que d'autres n'ont pas ce niveau de stock aujourd'hui. Pour autant, je trouve que cette démarche va dans le bon sens, dans une rationalisation des choses. Et puis, je trouvais très intéressant dans le rapport, qu'il faut regarder un petit peu en détail, il est assez technique, mais dans le rapport, on trouve effectivement un tableau sur les futurs grands aménagements, les grands projets immobiliers. Donc, je trouve aussi intéressant d'avoir cette visibilité sur les différents quartiers, les différents bailleurs, promoteurs qui seront donc mobilisés pour ces différents chantiers. Donc, je trouvais ça également très intéressant. Vous savez qu'on bénéficie toujours d'un héritage en passif et en actif. Ça fait partie de l'héritage. Moi, ce que je regrette juste, mais je le redis, cette loi, elle a des effets rétroactifs qui sont forcément néfastes. D'une loi qui, je le crois, en tout cas portée par le ministre Guesso, qui était un ministre communiste à l'époque, qui sans doute avait de bonnes intentions. Voilà. Mais les bonnes intentions ne suffisent pas quand on fait une loi. Et cette question de la rétroactivité, en fait, de la pénalisation sur le stock, elle est parfaitement, en tout cas pour le maire que je suis, à l'époque où nous vivons, parfaitement inadmissible, je le dis. Voilà. Néanmoins, tous les propos qui ont été tenus, notamment sur la mixité sociale, est importante. Il est inenvisageable, en tout cas à Vertou, de faire des ghettos, voilà, quel que soit le type de ghettoisation. Et donc, je souhaite que nous puissions continuer à nous inscrire dans cette démarche maîtrisée du développement de la ville, mais dans une démarche, effectivement, d'accueillir l'ensemble de la population française, que ce soit des gens qui ont besoin d'aide pour accéder au logement, ou que ce soit des gens qui, par leurs propres moyens, peuvent y accéder, si tant est qu'on les laisse encore acheter des maisons avec des jardins. Et je crois que tout ça est important. C'est l'offre diverse qui fait la richesse, vous avez raison Madame Quatreproux, qui fait la richesse d'une nation. Et cette nation, il faut qu'elle soit riche, il faut qu'elle soit diverse, il faut qu'elle soit unie sur les grands, je crois, les grandes valeurs qui peuvent unir une commune, parce que comme le disait Charles Péguy, la commune, c'est la petite patrie charnelle de chacun, et je crois qu'il faut qu'on puisse s'approprier cette patrie charnelle, et quelle que soit son origine, qu'elle soit plus modeste ou moins modeste, il faut travailler à cette unité, j'en suis persuadé, moi aussi. Pas d'opposition du coup à cette signature de contrat de mixité sociale. Alors vous m'autorisez en fait à le signer. Nous avons encore des échanges avec François Prochasson et le préfet, mais vous m'autorisez à le signer en me donnant dans cette délibération la possibilité de le faire. Pas d'opposition. Pas d'abstention, je vous remercie, c'est donc adopté. Délibération 18, la convention de parentalité avec les modalités de partenariat pour le semestre 2023 qui arrive. Patrice Garnier. Exactement, merci Monsieur le maire. Donc une délibération habituelle qu'on vous présente depuis 5 ans déjà dans le cadre notamment de notre démarche Grandir ensemble et de notre plan stratégique dans le soutien à la parentalité. Donc un soutien qui se traduit par, vous connaissez désormais,
les rencontres de la parentalité. Donc on avait engagé un deuxième projet en début d'année où de nouvelles actions avaient été proposées autour de 2 priorités bien précises. L'accompagnement des parents concernant le mal-être des adolescents et l'accompagnement des parents d'enfants en situation de handicap. Donc il vous est proposé de poursuivre cette programmation, bien sûr, sur la fin de l'année 2023, autour de la même manière de cercles de parole, d'ateliers et de conférences, toujours dans l'idée de renforcer les relations parents-enfants avec les partenaires qui sont marqués sur la délibération. Je ne vais pas tous les citer, peut-être insister simplement sur quelques nouveaux partenaires, puisqu'on a Anne-Cor qui intervient sur du portage bébé, on a Charlène Papet qui intervient sur de la réflexologie plantaire pour les bébés, et puis Virginie Bréjon pour les massages et Marie Lemasson sur des cuisines en famille parents-ados. Juste insister sur, donc, puisqu'on est en rapport avec les 2 thèmes qui nous sont chers, le cinéma Vaillant qui va avoir cette année un cinéma échange le 9 novembre sur le thème du handicap avec un film que je vous conseille vraiment, We Have a Dream, où le rêve des enfants en situation de handicap, on vous montre bien que c'est permis. Et puis l'intervention de la Maison des adolescents sur la conférence que nous organisons toujours en partenariat avec les 3 collèges de Vertou et les associations de parents d'élèves, sur comment reconnaître les mots de nos ados pour mieux les accompagner. Voilà, donc vous signalez simplement que le partenariat avec l'école des parents et des éducateurs se poursuit et que nous allons donc mettre en place 22 actions, dont les 4 nouvelles que je viens de citer pour un coût global de 3 600 €. Donc voilà, dans ce cadre-là, on vous propose la mise en place d'une convention d'objectifs et de financement, comme on fait d'habitude. Vous signalez aussi que le second semestre sera pour nous l'occasion de retravailler encore pour mieux adapter l'offre au niveau de l'accompagnement de la parentalité, de façon aussi à être plus proche encore des familles. Voilà, donc on vous demande d'approuver, comme chaque année, cette délibération et d'inscrire les crédits au budget. Merci. Des questions sur ce sujet? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. C'est donc adopté. Et dernière délibération, Patrice Garnier pour la dénomination du groupe scolaire qu'on va définitivement enterrer, dont on va définitivement enterrer la dénomination groupe scolaire aux Échalonnières. Voilà, puisque nous allons l'appeler Simone Veil. Entériner peut-être plutôt qu'enterrer. Non? Non, on va enterrer, parce on l'appelait toujours le groupe scolaire aux Échalonnières. Et donc, on va enterrer cette dénomination pour révéler cette belle dénomination groupe scolaire Simone Veil. Un moment fort, du coup, puisque c'est un bâtiment qui va marquer le territoire. Donc simplement vous rappeler que nous avons approuvé au conseil municipal du 30 juin 2021 le programme de construction d'un groupe scolaire, que celui-ci a été imaginé et conçu par l'ensemble des acteurs pour répondre aux enjeux éducatifs, et que pour favoriser son appropriation par tous les Vertaviens, une démarche de concertation a été lancée sur le choix du nom avec 2 étapes que vous avez vécues. Une première étape qui concerne la concertation avec un appel à idées, justement, sur l'ensemble des noms que l'on pourrait proposer pour cette école, et une deuxième phase de vote avec 4 noms bien différents qui ont émergé de ce vote: Rosa Parks, Simone Veil, Geneviève de Gaulle-Antoniose et Olympe de Gouges. Donc les résultats du vote ont été annoncés le 23 juin lors de la remise du diplôme de l'engagement à nos jeunes, et c'est Simone Veil, comme le disait Monsieur le maire, qui a été choisi. Donc un personnage exceptionnel, ministre de la Santé, à l'origine de la légalisation de l'avortement, présidente du Parlement européen, immortelle à l'Académie française. Elle incarne un véritable exemple pour nos élèves. Donc une véritable fierté d'entériner ce nom pour notre territoire. Entériné, effectivement, là, pour le coup. Et avec l'accord de ses descendants, notamment ses 2 fils, à qui j'ai écrit pour lui signifier que les Vertaviennes et les Vertaviens avaient choisi ce nom et qui m'ont donné leur accord pour dénommer cette école, je crois, qui portera de belles valeurs.
Y a-t-il des questions autour de cette délibération? Delphine Quatpro. Merci, monsieur le maire. Non, moi, c'était pour se féliciter de cette dénomination. Donc, on enterre bien les échalonnières, mais voilà, on se réjouit. Et on entérine la dénomination de Simone Veil. Olympe de Gouges est une féministe des temps modernes. Et ce qui était intéressant sur les 3 autres noms, c'était des femmes fantastiques qui, chacune, au XXe siècle et au XXIe siècle, ont marqué leur époque sur des continents différents, mais avec le même combat, les mêmes valeurs. Rosa Parks, en refusant de laisser sa place dans le bus. Geneviève Antonios de Gaulle, qu'on ne présente pas, qui a œuvré pour les plus démunis, les plus fragiles au lendemain de la guerre, qui est une résistante. Et puis Simone Veil, c'est vrai, qui est une figure aussi bien de résistante, quand on connaît son parcours depuis sa plus tendre enfance et jusque, en effet, l'Académie est maintenant au Panthéon. Donc, on se réjouit. Merci. Merci beaucoup. Pas d'autres questions. Je vous propose de voter positivement pour cette dénomination Simone Veil, qui a d'autant plus de valeur une année d'élection européenne. Puisque Simone Veil était, tu l'as rappelé, Patrice, présidente du Parlement européen, première femme présidente du Parlement européen, et donc ça a d'autant plus d'importance. Y a-t-il des votes pour cette dénomination? Je vous remercie. Des votes contre? Des abstentions? C'est donc une belle unanimité, et je vous remercie de cette validation. Ceci clôt notre ordre du jour ordinaire du Conseil municipal. Nous n'avons pas ce soir de questions orales. Donc ça clôt effectivement notre Conseil municipal. Il me reste à vous inviter évidemment à un verre de l'amitié pour prolonger nos discussions, en rappelant que la période des vendanges s'est bien passée, que nos viticulteurs ont bien vendangé et que je leur souhaite un excellent vin, une vinification excellente. Alors, on n'a pas de bourru ce soir parce que ça a commencé très tôt les vendanges, mais on pourra profiter et du muscadet et du jus de pomme que nous offre la nature vertavienne. Belle soirée à toutes et tous et rendez-vous en novembre pour le DOB.